السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج Femmes au pluriel. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel, votre rendez-vous féminin sur Maghreb TV. Alors aujourd'hui, le sujet sera consacré à ces personnes qui sont venues il y a plus de 50 ans ici en Belgique. Elles sont venues pour travailler, elles sont venues aussi pour fonder les familles, les générations futures de la Belgique. Et pour nous en parler, elles sont venues, je vais encore décrire un petit peu ces personnes, elles sont venues dans la fleur et la force de l'âge. Elles sont actuellement maintenant au crépuscule, ce qu'on pourrait dire au crépuscule de leur vie. Il s'agit de qui? Il s'agit des migrants, le troisième âge des migrants, c'est-à-dire les personnes âgées des communautés d'origine maghrébine et immigrées d'une manière générale. Pour nous en parler, j'ai deux charmantes militantes dames, Madame Khadija Lazar et Madame Fatima Maher. Alors, elles ont créé il y a 5 ans, fondé une association qui s'appelle Âge et Dignité. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Fouzia. Voilà, alors Khadija, Fatima, ce n'est pas Âge et Dignité, c'est une expérience de 5 ans, mais vous êtes dans le militantisme bien avant. Dans le social, Fatima, je crois qu'on ne compte plus les années, ce n'est pas la peine. En tout cas, vous êtes dans le social. Rappelez-nous peut-être, avant de parler d'Âge et Dignité, comment vous avez créé cette association, qui vous êtes. Je sais que vous êtes maman et grande-maman pour certaines, pour Fatima en tout cas, mais encore. C'est-à-dire que ça s'est créé, l'association s'est créée vraiment par pur hasard. On avait fait une petite fête pour la commémoration des 40 ans d'immigration et des femmes ont fait un sketch, mais vraiment improvisé, pour justement parler de l'immigration, retracer un peu l'histoire de l'immigration. Et c'est de là que des femmes ont commencé à parler des personnes âgées. Et il y a eu une réaction qui s'est faite tout de suite dans la salle, dans le public. Et là, on a eu vraiment un déclic. On s'est dit, il y a un problème, effectivement, il faut qu'on en parle. Et donc, suite à ça, on a organisé une petite réunion. On a demandé aux gens qui étaient intéressés justement par le sujet de venir nous rejoindre. On était quand même une cinquantaine autour d'une table. C'était très intéressant. Chacun a émis son avis. Et on a décidé donc de faire quelque chose pour pallier au manque qu'il y avait au niveau de la première génération. Et c'est comme ça qu'est né Âge et Dignité. Donc on a consulté des jeunes, des moins jeunes, et on a vraiment discuté de tous les problèmes qui sont liés à l'âge des immigrés. Et c'est comme ça que Âge et Dignité a été créé, donc au cours d'une petite soirée. De qui il s'agit exactement? Donc on parle bien des migrants du troisième âge. Alors voilà, oui, j'ai un petit peu décrit, ils sont venus il y a plus de 50 ans, maintenant ce n'est plus 40 ans, mais 10 ans après 50 ans, on vient de fêter, commémorer les 50 ans de l'immigration, et c'est en relation avec les conventions bilatérales entre le Maroc, qui ont été signées entre le Maroc et la Belgique. Fatima, vous vouliez justement en parler? Oui, je voulais faire un petit rappel là-dessus, le fait que la Belgique a signé un contrat avec le Maroc pour faire venir une main-d'œuvre où les Belges ne savaient pas très bien répondre. Donc ces gens ont travaillé principalement dans la métallurgie, le bâtiment, la construction, les mines. Et donc voilà, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions très difficiles de travail et d'adaptation dans un pays auquel ils venaient vivre et gagner leur vie quelque part. Alors ils ont quitté effectivement leur famille, ils ont quitté leur pays et ils se sont installés en pensant qu'un jour ils retourneraient. Ils ne sont pas retournés. C'est le constat que vous avez fait en côtoyant. Vous êtes la deuxième génération. Tout à fait. Donc ils sont arrivés là pensant qu'ils allaient travailler et retourner un jour dans leur pays d'origine. Et donc ils ont tout fait pour économiser et investir dans leur pays d'origine. Et puis la famille s'est agrandie, les enfants sont nés et les choses ont changé et tout a basculé. Et donc ces gens-là, ils sont âgés aujourd'hui, ils voudraient partir, mais il y a la famille qui tire, les enfants, les petits-enfants.
Et donc, ils sont sur un pont où ils ne savent pas très bien où ils peuvent rester, puisque partir au Maroc et laisser derrière eux des enfants et une famille, c'est pas possible. Rester ici, ben, ils sont pas trop heureux parce qu'ils ont investi là-bas et ils aimeraient bien profiter de leur maison, de leur pays, du soleil. Et voilà, et tout ça, c'est vraiment un problème pour eux et pour leur famille aussi, parce que les enfants qui sont nés en Belgique, eh bien, pour eux, leur pays est ici, mais en même temps, leur attache, c'est là-bas. Et voilà, c'est une situation assez complexe. Alors, on va peut-être, avec vous, Madame Lazare, parler en Belgique, est-ce qu'il y a une politique qui gère cette catégorie donc, de personnes, c'est-à-dire les migrants? Il n'y a pas vraiment une politique dédiée aux migrants. Ça, c'est impossible. Je pense qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, tout simplement. Parce qu'une personne âgée, c'est une personne âgée, qu'elle soit marocaine, espagnole, italienne, ou peu importe. Je crois qu'on rencontre tous les mêmes problèmes au niveau de l'âge. Et ce qui existe, c'est des structures, mais faites pour tout le monde, mais qui ne sont pas effectivement adaptées à une certaine communauté. Et c'est ça la difficulté donc, pour les personnes de la première génération qui sont tiraillées un peu parce qu'il y a leur culture, il y a leur culte, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte pour leur bien-être, mais qui n'a pas été calculé parce que le but n'était pas de les garder ici ad vitam aeternam. On les a fait venir pour travailler et pour qu'après ils puissent retourner dans leur pays. Donc ils n'ont pas réfléchi plus loin que ça pour je veux dire, créer des infrastructures pour les accueillir. Et c'est de là que tout... voilà. C'est comme ça que vous avez eu envie de créer une structure, en tout cas, pour réfléchir à ce qui pourrait se faire pour améliorer, rendre en tout cas la vie un peu plus facile, le quotidien de ces personnes âgées. Alors, de quoi souffrent ou bien quel est le quotidien de ces personnes âgées? Vous les connaissez, vous les rencontrez. Quelles sont vraiment les plaintes qu'ils pourraient... Mais de part et d'autre, je suppose que Fatima a des contacts, elle peut en parler, moi aussi. Ces personnes voudraient quand même retourner dans leur pays d'origine, mais comme je disais tout à l'heure, ils ont la contrainte des enfants et de la famille et des petits-enfants avec qui ils voudraient partager plus de temps. Mais il n'y a rien qui est mis en place pour que ces personnes puissent partir et vivre le temps qu'elles ont envie de vivre là-bas. Donc elles ont aussi des contraintes par rapport aux personnes qui ont la GRAPA, qui ne peuvent pas dépasser 3 semaines au Maroc et qui doivent revenir ici. Et bon, voilà, c'est pas évident pour elles. Elles sont un peu perdues. Et je pense que ces personnes ont quand même contribué à l'économie belge et à l'économie marocaine. Et aujourd'hui, on devrait prendre... Ils sont laissés un peu pour compte, non? Ils sont laissés un peu pour compte, ils sont là, voilà. On ne tient pas en considération tout ce qu'elles ont donné aux deux pays. Et je pense qu'elles ont contribué à beaucoup de choses. Et il n'y a pas de reconnaissance par rapport à ça. Alors, chez AG Dignité, est-ce qu'il y a une interpellation qui peut se faire justement aux politiques pour veiller en tout cas à réfléchir comment répondre à ce problème? Vous soulevez le problème de la GRAPA, effectivement. Il y a beaucoup de personnes âgées qui aimeraient de temps en temps retourner au pays, rester là-bas quand il fait bon, etc. 15 jours, etc. On peut leur retirer leur revenu. Donc, est-ce que vous interpellez les politiques pour ça? Oui, voilà, j'ai fait des journées d'études et de séminaires au Parlement européen, au Parlement bruxellois. La question revient toujours, c'est que voilà, on ne trouve pas vraiment de solution pour le moment. Peut-être qu'un jour il y en aura, mais voilà, jusqu'à présent on n'en a pas. Le temps pour parler. Je pense pas que c'est vraiment juste un problème de GRAPA. C'est beaucoup plus profond que ça. Je veux dire, on retourne au Maroc, qu'on a quitté il y a des années. Tout a changé au Maroc. Et les personnes qui partent d'ici, elles sont difficiles aussi à s'adapter là-bas. Parce que je le vis moi-même, après 1 mois de vacances, j'en peux plus. Parce qu'il y a une espèce de ralentissement dans l'administration. Il y a des choses qui font qu'on n'a plus l'habitude. Et au niveau aussi de la santé, la plupart des personnes âgées, elles ont déjà une santé précaire. Voilà, alors là-bas... accessible ou qui est mal... distribuées. En plus, donc voilà, là-bas, quand elles vont dans des hôpitaux ou elles font appel à des services médicaux, c'est pas vraiment ce qu'elles connaissent ici. Donc elles sont déçues et donc au moindre petit bobo, elles reviennent en Belgique.
Et donc, c'est très difficile pour elles vraiment de rester là-bas, en sachant qu'il y a leurs enfants ici, mais en plus, quand ils sont malades, elles se sont obligées de revenir ici, parce qu'elles ne sont pas soignées comme il faut, où il y a toujours des soucis quelconques. Donc, c'est pas si évident que ça. Alors, ici, comment est-ce qu'elles vivent? Est-ce qu'elles sont autonomes? Est-ce qu'elles dépendent encore de la famille? Est-ce qu'il y a des changements de mentalité quant à au rapport qu'ils ont avec leurs enfants et leurs petits-enfants? Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de généralité dans les personnes âgées, que ce soit belges ou marocaines. Une personne âgée a le même ressenti, je pense. Mais par rapport au rapport avec les enfants, ben, la première génération est très attachée aux valeurs de la personne âgée qui est quand même sacrée. C'est le sage de la famille chez qui on demande conseil parce que l'expérience, la mémoire de l'identité... Mais est-ce que cette perception existe encore? Dans la deuxième génération, oui, elle existe encore, notamment nous. Loin. Mais dans la troisième génération, elle existe, mais elle est moins. Et donc, c'est ça que AGDIT travaille aussi, le fait de faire travailler des jeunes, de les impliquer dans les activités avec les personnes âgées, de rendre des visites, d'aller faire des petites courses, et de se rendre compte que la personne âgée, dans la communauté marocaine principalement, enfin chez nous, la personne âgée est quelqu'un de sacré, d'important, c'est le sage de la famille. Et vous, Madame Lazare, vous pensez que les mentalités ont changé? Au niveau de la première génération, non. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on garde. Je fais partie de la deuxième génération, donc je connais la valeur, je veux dire, des parents. Nos enfants, on essaie de les éduquer dans ce sens aussi, mais c'est pas évident parce que ce sont des générations qui sont plutôt égocentriques et qui ils s'en foutent un petit peu de ce qui se passe autour d'eux, c'est moi d'abord, et on essaie quand même de les sensibiliser, de les forcer à faire certaines choses qu'ils n'ont pas forcément envie, et c'est comme ça qu'on pourra les amener à s'intéresser aux autres, et surtout aux grands-parents, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, en tant que parents, on vieillit aussi, donc ils vont se retrouver aussi confrontés à nos problèmes, et comme nous, on est la deuxième génération, on n'est pas de la première ni de la troisième. Donc on a aussi des sentiments très partagés par rapport à ça, malgré le fait qu'on sait où on veut aller aussi, parce que voilà, nos parents, je veux dire les homes et tout ça, et on laisse tomber, c'est pas on du va parler tout, des homes parce que voilà. c'est important, parce que ça fait partie aussi du changement de mentalité. Oui, voilà, tout à fait. Justement, alors... Ben, ça, c'est notre mission, la deuxième génération. Alors, votre mission, c'est? Eh bien, voilà, justement, de faire changer les mentalités dans ce sens, parce que nous, génération qui avons travaillé, hommes et femmes, on s'est rendu compte que s'occuper des parents en plus, c'était très difficile, pour leur donner vraiment, consacrer le temps qu'il faut pour qu'ils soient heureux et bien chez eux. C'est très difficile, vu qu'on n'a pas les moyens ni financiers, ni logistiques pour s'en occuper. Donc, on réfléchit à des possibilités, à des alternatives pour qu'ils soient pris en charge, que ce soit par la famille ou par des infrastructures adaptées. Qu'est-ce que vous appelez les infrastructures? Est-ce qu'on peut dire le mot, les maisons de repos? Des maisons de repos. Ce n'est pas encore un mot tabou dans la tête des personnes de la communauté? Je pense que ça a été longtemps tabou, mais qu'aujourd'hui, vu le nombre de personnes d'origine maghrébine qui sont placées dans les homes, nous devons dire haut et fort que les homes existent et qu'il y a des personnes de la communauté qui sont placées dans les homes. Maintenant, on n'est pas là dans le jugement, parce que chaque situation est une situation, chaque cas est un cas. Je ne conseille pas aux enfants de mettre leurs parents dans un home. Je conseillerais plutôt que les personnes restent à la maison, bien entourées de la famille, des proches, des voisins, qu'ils soient bien couconnés, qu'ils aient de l'affection, qu'ils aient de l'aide. Mais bon, cas de force majeure, voilà, nous-mêmes, nous ne savons pas si nos enfants s'occuperont de nous, et peut-être que nous irons dans un home et que nous aimerions que dans ce home, il y ait de la nourriture halal, qu'il y ait des possibilités d'avoir un lieu de culte, qu'on respecte nos convictions religieuses et culturelles, et que voilà, qu'on soit respecté dans notre dignité. Et il n'y a pas un travail qui est fait avec les jeunes pour justement garder le parent jusqu'au bout, finalement Mais c'est au cas par cas, parce qu'on ne peut pas imposer des choses. Les jeunes, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est aussi une chose très claire. Je veux dire, ils ont leur avenir, ils ont leur vie. Seulement, ce qu'on on demande, c'est qu'ils s'en occupent malgré tout. S'ils ne peuvent pas s'en occuper, je vais dire physiquement, mais qu'ils donnent les moyens à d'autres personnes de s'en occuper, et qu'ils ne les abandonnent pas, voilà, en clair. Qu'ils ne les abandonnent pas à des institutions dans lesquelles ils ne sont pas du tout
je veux dire, bien entourés et bien traités, c'est ça. Fatima, je me rappelle, il y a quelques années, on visitait un home ou bien on visitait un hôpital et on trouvait une personne âgée d'origine marocaine, on était choqués. Vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est le lot de presque toutes les personnes maintenant? Est-ce qu'il y en a beaucoup plus? Parce que vous avez continué, oui. Oui, il y en a plus qu'avant, de plus en plus. Mais il faut dire aussi que la situation économique et sociale rentre en ligne de compte, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme et la femme sont quasi obligés d'aller travailler parce que la vie devient de plus en plus chère et que peut-être ils n'auraient pas les moyens de pouvoir garder leurs parents à la maison. Et donc, bon, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, donc on ne peut pas faire de ça une généralité. Nous, ce qu'on voudrait bien, c'est que dans les homes existants, qu'il y ait quand même une partie pour les gens de communautés issus de la diversité, donc pas seulement marocains, mais que ce soit d'autres nationalités, par exemple, et que ce soit des homes de la diversité, mais qui respectent les cultures et les religions de chacun. Alors, vous avez créé justement Âge et Dignité. Pourquoi d'abord ces mots? Donc, l'âge, on comprend, dignité, je suppose, c'est pour faire référence à ce respect, à ce sacré qu'est les personnes âgées. On trouve ça normal qu'il faut respecter l'être humain déjà en tant que tel. On a tous besoin de vivre dans la dignité. Je veux dire, même les gens, les SDF, tous les gens qui sont dans des situations précaires, parfois la dignité est mise de côté de ces gens-là. Et nous, on ne veut pas que nos parents, nos grands-parents finissent leur vie dans des angoisses, des dépressions. Je veux dire, voilà, la dignité de l'être humain, il doit rester digne jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, c'est vraiment les générations qui suivent qui doivent faire en sorte que leurs parents vivent jusqu'à la fin de leur vie dans la dignité. Vous avez créé la SBL, quels étaient, vous avez bien réfléchi aux objectifs, peut-être nous dire quelques-uns? Dans le premier temps, nous, on avait pensé faire une demande pour avoir des infrastructures comme des centres de jour, parce que c'est pas évident, effectivement, de laisser dormir son père ou sa mère dans un espace qui lui est inconnu, dans un environnement qui lui est hostile. Et donc, on s'est dit une genre de crèche pour personnes âgées, excusez-moi le terme de crèche, mais vraiment pour que les personnes puissent venir passer la journée, faire des activités. Voilà. Garderie peut-être? Voilà. Un ambulatoire. Oui. Et donc, on trouvait que c'était une idée qu'on va encourager quand même pour ceux qui n'ont pas la possibilité de garder les parents la journée, qui pourrait être vraiment une très bonne alternative dans la mesure où tout le monde trouvera son compte dans l'histoire. Parce que la personne âgée, elle va passer la journée à faire des activités, rencontrer d'autres personnes, avec des autres générations, les petits, les grands, et ainsi de suite. Mais le soir, il retrouve son petit foyer, son cocon familial. Et ça permettra aussi aux enfants d'être un peu plus soulagés des charges et du poids de supporter donc cette situation. Parce que c'est pas évident de rentrer après une journée de travail et de s'inquiéter toute la journée de savoir son père ou sa mère seule et qui est pas bien, et des choses comme ça. Donc ce serait vraiment une alternative assez sympa de trouver des solutions. Un des objectifs, oui. Il y en a d'autres? Mais il ne faut pas oublier aussi que parfois, dans certaines familles, les enfants peuvent être malades et donc ne peuvent pas s'occuper de leurs parents, ou le contraire, où les parents ont des maladies que les enfants ne peuvent pas s'occuper. Donc là, à ce moment-là, on est quasi obligé de mettre nos parents dans un centre où il a de soins, bien sûr. Donc on ne peut pas prendre des généralités pour tout. Donc chaque cas est un cas, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, chaque cas est à analyser et à voir le meilleur pour nos parents. Il ne faut pas oublier que nos parents ont donné le meilleur pour nous et que nous leur devons aussi le meilleur pour eux. Donc, ils ont quand même sacrifié beaucoup de leur travail, de leur temps. Ils ont quitté leur pays, ils sont venus ici pour travailler, pour nous donner du confort. Et donc, nous leur devons beaucoup de choses et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et voilà, il faut tenir bien ça en tête. Il faut un juste retour des choses. Il faut avoir au moins du respect pour ce qu'elles ont fait, ces personnes. Parce que c'est grâce à ces personnes que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et qu'on ne doit pas oublier qu'on leur doit tout. Et le minimum, c'est de faire
surtout de les écouter, discuter avec elles, voir ce qu'elles ont envie aussi, parce qu'il y en a qui les mettent d'office dans des institutions où leur disent ben, tu retournes au Maroc, mais on les écoute pas assez pour savoir ce qu'elles veulent faire de leur vie, de leur futur. Et ça, c'est très important, je trouve, parce qu'il y a moyen de les garder le plus longtemps possible chez elles, dans leur environnement, qu'elles connaissent, et de leur procurer une aide, qu'elle soit financière ou logistique, enfin des aides ménagères ou des soins à domicile. Mais je suis sûre qu'avec ça, elles seraient très heureuses de rester chez elles. Donc il y a un combat à mener un peu plus haut dans les sphères supérieures, je pense aussi bien ici que dans les pays d'origine, mesdames. Absolument. Oui, tout à fait. Oui. Alors les activités de Âge et Dignité, je sais que vous en avez organisé plusieurs. Peut-être nous en citer, ou dire un petit peu quel a été l'accueil de ces activités auprès de ce public-là et quel constat vous en faites? Je vais d'abord commencer par mettre à l'honneur Fatima parce qu'elle fait beaucoup pour les personnes âgées. Ce qu'elle organise régulièrement, c'est des petits déjeuners bio qui sont vraiment très 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 bien accueillis parce qu'elle leur explique un peu les spécificités de chaque céréale, de chaque agrume. Enfin, elle parle vraiment de tous les éléments qu'il y a sur la table. On dresse des jolies tables, elle s'occupe de tout. Et elle apporte tout ce qu'il faut, tous les produits bio. Et elle explique les bienfaits de chaque produit. Et ça, franchement, ça attire vraiment l'attention des gens et ça les intéresse vraiment parce qu'au niveau santé, il y a des personnes diabétiques, il y a des personnes qui ont des problèmes autres, intestinaux et ainsi de suite. Et donc, elle leur explique vraiment les bienfaits de chaque produit et comment s'alimenter, mais vraiment sainement. Correctement. Alors, ce sont des femmes, des hommes, les deux Principalement des femmes. Les hommes, on en a moins, mais principalement des femmes. Et donc, ces petits déjeuners, c'est aussi un moyen de retirer les ressources qui sont chez elles, parce qu'elles ont plein d'idées. Elles sont un dictionnaire de savoir qui nous apporte énormément. Et donc, même qu'on vient avec des produits, elles en connaissent beaucoup sur ces produits. Et elles-mêmes donnent des recettes et créent des recettes à base de ces produits qu'elles ont connus déjà dans leur pays d'origine. Donc voilà, elles sont vraiment très riches en ressources. Vous mettez en valeur un petit peu leurs compétences, leur savoir. Tout à fait, et des compétences, elles en ont vraiment beaucoup. Alors on organise aussi des excursions, on a déjà été à Paris d'Aïsa, bon c'est pas toujours facile parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas marcher, donc il faut les guider avec des chaises roulantes, et donc là on a eu plusieurs personnes bénévoles qui sont venues nous aider, c'était une très belle journée. On organise aussi des visites dans les Hauts, on organise des goûters. On passe une après-midi avec elles, on discute, voilà. On fait aussi du cas par cas, donc chez certaines personnes, on va rendre visite dans la chambre et on voit un peu quelles sont les demandes, les besoins. On sent qu'il y a de la tristesse chez certains. Oui, justement, qu'est-ce qu'on vous raconte Parce que bon, là dernièrement, quels sont les problèmes qu'on vous témoigne directement quand on... Et oui, là dernièrement, on a visité un monsieur âgé qui vraiment apportait beaucoup d'aide aux enfants quand ils étaient jeunes. Il était professeur de cours d'arabe dans les années 70. Et là, il est seul, il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfants, et il n'a vraiment pas de famille. Et donc, on a essayé de voir quelle était sa demande, qu'est-ce qu'il avait vraiment envie. Il était un peu perdu parce que, voilà, il dit, voilà, je suis là, j'aimerais bien être au Maroc, près de ma sœur, mais ma sœur est âgée, elle ne pourra pas s'occuper de moi. Ici, on s'occupe de moi, mais je n'ai pas de famille. Et donc, moi, j'ai dit, si tu n'as pas de famille, on est aussi ta famille, donc on est là. N'hésite pas à nous appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Mais on sent qu'il y a une tristesse quand même de se retrouver seul dans une chambre. Voilà. Justement, quand on visitait les Hauts, on peut dire qu'il y a un point commun à cet état de vieillesse. Oui. On peut le dire. La solitude, la tristesse. L'isolement, beaucoup d'isolement. Oui, beaucoup d'isolement. Est-ce que c'est la société qui isole les personnes ou c'est ces personnes qui s'isolent? Non, je pense. C'est un peu tout le monde est coupable. Hein, oui. Parce que je trouve que... Bon, je ne suis pas dans le jugement, mais quand... Si je vais mettre mon père ou ma mère dans un home, la moindre des choses, dans Zoro, le plus souvent possible. Mais on a l'impression, dans certains cas, qu'ils les mettent là et après on vient une fois tous les X temps. Et ça, c'est triste parce que la personne, elle commence à réfléchir sur sa vie, tout ce qu'elle a parcouru, tout ce qu'elle a subi. Et tout ça pour en arriver là. Et ça, je trouve que c'est un constat très, très malheureux. Parce que je suis sûre qu'elle ressasse beaucoup de choses
et qu'elles sont malheureuses. Malheureuse, voilà. Peut créer un état de dépression. Déprime totale. De déprime. Parce que la réalité du début, c'était avoir un bien au Maroc, aller terminer ses vieux jours là-bas au soleil. Voilà. Et puis, ils se retrouvent enfermés dans une pièce avec la grisaille autour d'eux et sans famille, sans proches. C'est un peu difficile quand même. C'est comme si c'était une défaite de tout ce qu'ils ont traversé auparavant. Tous les efforts qu'ils ont faits, à un moment donné, c'est comme si tout tombait à l'eau. Puisque, voilà, c'était pas ça leur objectif au départ. C'était vraiment... à quoi bon d'avoir quitté à quoi bon d'avoir quitté mon pays si aujourd'hui je me retrouve... voilà. Mon soleil, peut-être que j'aurais moins bien vécu, mais peut-être pas me retrouver comme ça. Pas seul, en tout cas. Oui. Parce que bon, c'est vrai qu'au Maroc, les gens sont encore très proches. Il y a cet esprit de voisinage qui est, de la famille. Voilà. Il y a une présence, en tout cas, que nous n'avons pas beaucoup ici parce qu'on est dans une société où les gens courent beaucoup. Voilà, le travail, etc. Voilà, les études. En tout cas, il faut des structures comme Âge et Dignité pour pouvoir, en tout cas, réfléchir à s'occuper et prendre soin de ces personnes. Et inciter beaucoup les jeunes à voilà, est-ce qu'il y a continuer. Un travail, ça c'était ma question suivante, est-ce qu'il y a un travail qui est fait avec les générations suivantes, avec ces personnes âgées? Oui, ben justement, on songeait à impliquer les jeunes dans les activités que nous faisons, notamment en nous accompagnant lors des activités. Et donc, on a quand même certains jeunes qui s'appliquent et qui sont quand même sensibilisés par la question et qui se rendent utiles auprès de nous. Ce sont des bénévoles. Quelles activités vous faites pour sensibiliser justement ces jeunes? Où est-ce que vous allez chercher ces jeunes? Est-ce que c'est dans les maisons de quartier? Est-ce que c'est dans les écoles? Est-ce qu'il y a vraiment un travail de fond à faire? Via les réseaux sociaux, déjà, on essaie quand même d'être un petit peu moderne. Et autour de nous aussi. Et autour de nous. Donc voilà, le bouche à oreille travaille beaucoup, chez nous fonctionne bien, donc pourquoi pas l'utiliser. Et quand on organise par exemple une sortie et qu'on a besoin de bénévoles pour pousser les chaises roulantes, c'est vrai qu'on fait appel et pas mal de jeunes répondent. C'est déjà vraiment très très chouette. Elles sont surtout les filles. Ça, je dois quand même souligner, c'est surtout les filles qui viennent. Et elles sont très très motivées, elles se sont très impliquées et concernées par le problème. Et elles ont beaucoup d'empathie pour les personnes âgées et ça, je trouve ça bien. Et j'espère qu'elles pourront le transmettre aussi à leurs enfants. Et les personnes âgées, comment est-ce qu'elles prennent connaissance de votre travail, de votre association? Certaines se le disent entre elles et d'autres, c'est nous qui allons les chercher, évidemment. Où ça? Chez eux à la maison, de bouche à oreille, on demande. Les gens viennent aussi vers nous en disant voilà, il y a une telle personne qui est placée dans un home, un tel, et donc on va lui rendre visite. Ou bien à la maison, telle personne est seule, n'a pas de famille, et donc on va lui rendre visite. Ou telle personne est malade, a besoin de soutien. Et voilà, c'est vraiment le bouche à oreille. On a cité ça, malheureusement. Vous l'avez dit, ça existe déjà, donc des personnes âgées des communautés maghrébines, d'origine maghrébine, sont dans les Hauts, mais ça depuis déjà X temps. Maintenant, on pense carrément construire une vraie infrastructure qui accueillerait ces personnes qui ont cette spécificité du culte, de culture, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais on avait fait un séminaire en fait en collaboration avec le Centre islamique en 2012. Apparemment, ils avaient déjà le budget, donc ils n'étaient pas contre déjà le fait de construire une maison de repos islamique. Et normalement, devait être ouverte, inaugurée au mois de septembre, mais je ne sais pas, il y a peut-être des retards. Donc, être pour ou contre, nous, on n'est pas contre, tant mieux si elles existent, et on devrait les multiplier. Maintenant, il n'y a pas que ça, je veux dire, on peut faire un travail aussi dans des homes existants, à partir du moment où on adapte et on respecte les cultures de chacun et le culte de chacun. On ne veut pas forcément mettre dans une maison de repos musulmane, je veux dire, c'est pas... Il n'y aura jamais assez de toute façon, parce qu'il y a quand même près d'1 million de... Moi, je dirais oui dans certains cas, mais vraiment les cas de force majeure. Mais je ne conseillerais pas aux enfants de mettre leurs parents dans un home, mais de les garder le plus longtemps possible près d'eux et dans leur maison. C'est très... c'est comme un message que vous lancez. Oui, je dirais gardez vos parents le plus longtemps près de vous.
parce qu'ils ont tout fait pour vous. Et donc, voilà, le home, c'est vraiment le dernier recours. Mais attention, tout en les respectant. Oui. Parce que les laisser chez soi, juste par acquis de conscience, et les maltraiter verbalement, physiquement, ça, moi, je ne pourrais pas accepter. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font du peur du qu'en dira-t-on, mais ce n'est pas le but. Pour moi, le but doit être sincère. Il faut s'en occuper, mais vraiment comme de n'importe qui, et pas parce que la personne est diminuée physiquement ou au niveau santé. Mais, je veux dire, par rapport à la communauté, hein, je ne veux pas qu'on me dise j'ai mis ma mère dans un home. Je suis désolée. Alors, dans ces cas-là, je préfère qu'elle soit dans un home. Et ça, je suis très claire là-dessus. C'est quelque chose de très, très important. Le respect. Parce que c'est ça où joue la dignité. Parce que si la personne perd toute dignité, là, c'est vraiment très malheureux. Et ça, je ne voudrais pas. Et qu'est-ce que vous construisez avec, justement, vous l'avez dit, hein, vous sensibilisez les jeunes en les associant à vos activités. Il y a d'autres concepts que vous avez mis sur pied pour ça? Les visites dans les homes, hein, quand même. Oui, les visites. Les visites dans les homes. Oui. Les emmener avec nous pour leur montrer dans quelle situation les parents vivent. Et comme ça les sensibilise un petit peu aussi, et voir avec leurs enfants, les amener aussi. Parce que je dis, c'est pas un problème de mettre son parent dans un home, dans la mesure où vous rendez des visites régulièrement avec vos enfants aussi, pour qu'il y ait toujours ce lien. Qui ne se perd pas, parce que c'est aussi important pour les générations futures, parce que les parents, comme on dit, c'est notre mémoire, ils sont nos racines. Et pour ne pas perdre le fil de nos racines, de nos traditions, de notre culture, il faut toujours garder un lien et transmettre aux générations futures. Et ça, c'est aussi très important. Sinon, on perd toute identité. Vous avez parlé du côté psychologique. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait? Je sais que ça, c'est important pour la personne âgée de voir qu'elle existe, qu'elle peut parler avec des personnes. Mais est-ce qu'il y a un côté pour justement atteindre ce bien-être psychologique avec des professionnels? Est-ce que vous faites Tout à fait. Donc, nous avons fait une formation pour apprendre une formation à l'écoute. Donc, pour apprendre aussi à avoir la discrétion par rapport à ces personnes, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous dire, mais que nous ne pouvons pas, que nous devons garder. Et voilà, via cette formation, nous avons pu former quelques personnes qui ont pu aller rendre visite dans les homes, parce qu'au départ, on n'était pas très bien accueillis en tant que femmes musulmanes maghrébines qui allons rentrer dans un home. Les responsables des homes n'étaient pas trop heureux de nous voir arriver parce qu'ils s'imaginaient mille et une choses. Or qu'on était là juste pour leur apporter du réconfort et du soutien psychologique. Là, vous vous adressez d'une manière générale à toutes les personnes. À toute structure, où les personnes de confession musulmane et de nationalité marocaine sont placées. Et attention, hein, je veux dire, on n'a pas rendu visite qu'aux personnes musulmanes non plus. Non, je veux dire, on bien fait sûr. le tour des Oui, chambres. Tout à fait. Donc, quand on rend visite, donc c'est pour tout le monde. On ne vise pas une communauté, mais pour nous, une personne âgée, c'est une personne âgée, qu'elle soit marocaine, belge, espagnole, turque, c'est une personne âgée. Et donc, quand on organise des activités, c'est pour tout le monde. Et quand on organise des visites, c'est pour tout le monde. Donc, on ne fait pas de différence entre les personnes. Comment se passe cette journée, dans cette mixité? Peut-être ces personnes âgées d'origine maghrébine n'ont peut-être même pas l'habitude de côtoyer des personnes, on va dire, d'origine européenne et belge. Comment se passe Ça se passe très bien, parce que les personnes âgées qui ne sont pas maghrébines, justement, sont très heureuses que des personnes d'origine marocaine sont là pour leur apporter du réconfort, et on crée des liens entre nous, et c'est aussi une sorte de tolérance mutuelle et de respect entre les personnes et nous. Parce que voilà, ça se passe vraiment très très bien, les gens sont heureux, ils passent un bon moment avec nous, et on leur fait découvrir notre culture à travers les visites. Et eux nous parlent aussi de tout ce qu'ils savent. Et ce qu'ils savent nous concerne aussi, puisque nous sommes très longtemps en Belgique. Et voilà, on s'enrichit les uns les autres. On essaie de les habituer aussi à cette présence pour nous préparer le futur, que des musulmans intègrent des homes traditionnels, donc belges. On va dans des homes 100%, il n'y a que des Belges. Et là, c'est vrai que le fait qu'on leur apporte des pâtisseries marocaines et qu'elles voient des femmes voilées, au début, elles étaient quand même assez surprises que nous, en tant que musulmanes, on va visiter des Belges chrétiens.
Et au fil du temps, on voyait qu'il commençait vraiment à créer des liens avec certaines personnes et demander, quand il y en a une qui ne venait pas, par exemple une des dames qui nous accompagne qui ne venait pas la fois suivante, il nous demandait, tiens, la dame de l'autre fois, est-ce qu'elle n'est pas là? Donc il s'habitue aux gens. Et ça, c'est très bien parce qu'on se dit, comme ça, petit à petit, on peut intégrer et des personnes d'autres confessions, d'autres cultures. Et en même temps, peut-être aussi le fait de leur faire déguster des spécialités autres que belges, vont les habituer aussi au niveau alimentation et qu'ils accepteront plus facilement qu'on leur donne de la nourriture un peu diversifiée, quoi. Et ça, c'est intéressant aussi. Et l'objectif, c'est quoi, justement? Mais justement, pour qu'ils puissent vivre vivre ensemble. Voilà, dans le vivre ensemble, mais vraiment en paix. Et s'accepter les uns les autres finalement. Alors quel a été l'accueil justement? Est-ce que ça a chaque fois été une réussite ou vous avez eu des... Mais en une fois, c'est pas évident de s'imposer. Donc on fait d'abord une reconnaissance, on va vers eux, on commence à discuter, on se présente, on explique ce qu'on fait. Et bon, la première fois, c'est vraiment une prise de contact. Et la deuxième fois, ils sont contents de nous voir. Et puis voilà, au fil du temps, on crée des liens. C'est ça qui est important. Voilà. Il y a donc des activités de ce genre-là, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des séminaires de réflexion qui sont menés, des formations pour pouvoir s'occuper de ces populations maintenant âgées. Quel message et quel projet est-ce que vous avez, AG Dignité A? On a parlé de ce que vous avez déjà fait. Quelles sont les perspectives de votre association? Il faut dire qu'à AG Dignité, nous n'avons pas beaucoup de financement ni de moyens. Et donc, on est là, c'est via les dons des personnes qu'on peut faire nos activités. Donc, on aimerait bien organiser des voyages dans d'autres pays que la Belgique ou le Maroc. Organiser un séminaire au Maroc avec des personnes âgées du Maroc pour faire des échanges et faire des excursions. Ça change aussi là-bas, hein. Donc les maisons tout à de fait, repos c'est pour ça que... C'est un sujet d'actualité d'ailleurs, oui. Il y a une émission... Mais c'est pour ça qu'on aimerait bien assister à des séminaires consacrés à la question des personnes âgées, que ce soit au Maroc ou en Belgique, mais qu'il y ait des échanges pour voir comment on peut trouver ensemble des pistes pour ces personnes-là. On fait aussi des sorties, on aimerait bien aussi organiser des sorties, mais tout ça coûte un peu d'argent et donc on compte sur les dons des personnes pour nous aider. Parce qu'au niveau subsidiaire, là, nous n'avons pas de subside. On est subsidié par personne. On n'a pas de subvention. Ça ne vous arrête pas de toute façon. Non, hein, non tout à fait. Et puis la générosité de la communauté et même en dehors de la communauté, on en a quand même des personnes qui veulent bien nous aider et qui trouvent que le projet est très respectable et très noble. Et donc voilà, les gens aident quand même d'une manière ou d'une autre. Que ce soit financièrement ou même en participant à nos activités, en donnant un coup de main, en étant présent. Voilà. Alors avant de terminer cette émission, consacrée au troisième âge des migrants du troisième âge, Fatima, vous jouez dans une pièce de théâtre qui a été aussi qui traite du sujet avec rappelez-moi, donc avec un texte écrit par Malika Madi. Tout à fait. Et vous jouez dans cette pièce. C'est un peu la continuité de votre militantisme, votre engagement Tout à fait. Donc, à sensibiliser à la question. Cette pièce de théâtre a été complètement écrite par les femmes. Donc on est 8 femmes. Elles se nomment Sucre, Venin et Fleur d'Oranger. Et donc dans cette pièce, il y a une Mahadija qui est une grand-mère de 85 ans, autour de laquelle tournent plusieurs difficultés intergénérationnelles, culturelles, tout ce dont on vient de parler maintenant, qu'on avait envie de mettre à l'honneur et de briser les tabous, surtout d'en parler parce qu'on a difficile d'en parler. Et là, dans cette pièce, on dit beaucoup de choses. Je vous invite à venir la voir encore. On rit beaucoup. Voilà, donc on l'a déjà joué pour la 14e fois, donc nous continuons. Qui est une Tati Daniel tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est bien ça. Et qui détient tout l'héritage et qui donnera son héritage qu'à celle qui le mérite pour s'occuper d'elle et qui ne veut absolument pas aller dans un home. Voilà, tout tourne autour de ça et voilà, ça relève la question. Et via le théâtre, voilà, on peut facilement dire les choses. Quel accueil a donc cette pièce de théâtre? Ça fait plus d'1 an que vous jouez. Oui, elle est vraiment la bienvenue. Les gens sont très contents.
Beaucoup de personnes disent qu'ils se reconnaissent dans la pièce, dans les acteurs de la pièce. Ils se reconnaissent tous. Donc les enfants de la grand-mère et tout puis à les fait. petits-enfants, etc. Et ils sont très contents à travers l'humour et le rire. Et voilà, ils sont très contents qu'on brise le tabou de cette situation, donc, qui est le home pour les personnes âgées de confession musulmane. Alors, prochaine présentation, Fatima? Alors, ce sera fin mars au Théâtre Océan Nord. Il y aura 3 jours d'affilée. Rappelez-moi le titre. Sucre, venin et fleurs d'oranger. Voilà, on peut se renseigner. Alors, Khadija, vous nous avez donné donc quelques photos qu'on visionnera, donc des photos de vos activités auprès du public qui est votre public cible. Je vous encourage à continuer. Merci de venir nous en parler, de faire en tout cas ce travail. Quel message pour clôturer cette émission, donc cette émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui, quel message auriez-vous envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent? Moi, je dirais, prenez soin de vos parents et dites-leur merci plus souvent. Et que vous les aimez aussi. Et que vous les aimez aussi. Parce qu'on ne le dit pas. Hein, on ne le dit pas assez dans notre communauté, mais il faut le dire. Donc, dire merci et prenez-en soin. Khadija? Je dirais à peu près la même chose. Prenez soin de vos parents. C'est un trésor inestimable dans notre vie parce qu'une fois qu'ils ne sont plus là, on est complètement dérouté. Et là, on se rend compte que finalement, c'est une source de bonheur pour nous et pour nos enfants. Donc, c'est nos repères. Pardon, oui. C'est nos repères. Exactement. C'est nos repères, c'est notre identité, c'est notre racine, c'est notre pilier. Oui. Et c'est important, sans ça, nous ne pourrons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons besoin de ce pilier et de cette mémoire qui nous donne la force de vivre. En fait, je vais demander qu'ils fassent tout pour qu'ils vivent vraiment dans le bonheur total le restant de leur vie. C'est très important. Je veux dire, je pense que notre bonheur dépend aussi du leur. S'ils sont heureux, nous sommes heureux aussi. C'est comme eux, quand ils nous ont élevés, ils étaient bien que quand nous on était bien. Parce que quand on était malade, ils étaient malades. Et je veux dire que maintenant, ça doit être le juste retour des choses. Tout à fait normal. En prendre soin, comme ils ont pris soin de nous pour faire ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Merci Khadija Lazare, merci Fatima Maher, merci mesdames et messieurs pour l'intérêt que vous avez porté à cette émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec d'autres invités et un autre sujet. D'ici là, soyez heureux et heureuses.